La Seconde Guerre vénétienne ne fait que commencer. Pourtant, les craintes des Tarcusiens commencent à devenir réalité. En effet, de nombreux affrontements ont eu lieu sur le monde cardinal, et les forces impériales se rassemblent à présent pour faire face à l'horreur. Alors que l'infestation Genestealer se poursuivait dans l'ombre des innombrables cathédrales en ruine, le détachement Pharoline de la Légion Noire, mené par le sorcier Zoroastre, reprit son offensive sur Santarcus. Cependant, une énigmatique force Eldar les surprirent alors qu'ils pillaient la planète. Les Eldari durent se replier face à une violente contre-attaque, laissant les Astartes hérétiques continuer leur massacre au nom de leur sombre dieu. Pendant ce temps, inquiété par l'état du monde cardinal, le missionnaire Arthur von Kellner fut envoyé par le Ministerum à bord du Vagabond. Le vaisseau transportait des pèlerins, un ordre minoriste des serfs de bataille, les Hermines Bleues, et des troupes de la Descorp of Krieg, tous destinés à rejoindre la lutte pour la perle du secteur Vénexian. Malheureusement, le vaisseau pèlerin de classe Jericho du capitaine Savignac fut abordé en chemin par un contingent de la Death Guard. Protégeant la relique d'un saint présent à bord, les fidèles de l'empereur repoussèrent les immondes dévots de Nurgle avant de poursuivre leur croisade. Ce qui n'était qu'un affrontement rhétorique vira rapidement au carnage quand l'hoste custodes du commandant Maximus Pullo se rendit compte que le détachement Black Templars avec lequel ils étaient stationnés était excessivement complaisant à l'égard des Zélotes. S'ensuivit une purge sans sommation, où tous les Black Templars perdirent la vie. Seul un assassin vindicaire réussit à s'échapper de la boucherie savamment orchestrée par les prétoriens de l'empereur. Conscient de la progression de l'infection chaotique et xénos sur Santarcus, l'inquisiteur Joseph Moustaki, expert en xénologie, décida de mener son enquête. Il fut pris dans une embuscade de la Death Guard, menée par le prince démon Covidus, et l'extrême violence de l'assaut tua une grande partie de la force impériale. Toutefois, l'agent de la Sainte Inquisition et le reste de ses hommes purgèrent ce sol sacré de la présence du prince démon et de ses sbires. La stupeur fut grande lorsque les Space Marines de Maxien Ferror tombèrent sur des Eldar du vaisseau Mondul tué au cœur même de la cathédrale de Notre-Mère la Gardienne. Le maître de chapitre devait y rencontrer des représentants de l'Adeptus Ministerum, mais les Xénos les avaient déjà massacrés. Les anges de la mort purifièrent le lieu saint, exécutant les Azuriani jusqu'au dernier. Ainsi, les forces impériales défendirent avec vigueur le monde cardinal. Malgré de lâches trahisons et de terribles embuscades, les récentes victoires et les renforts en route permettront peut-être de stopper l'infestation Genestealers et les raids ennemis. Rutilia est toujours le théâtre d'affrontements, car de nombreuses factions sont déterminées à s'emparer des importantes ressources du monde forge. Sinistride et sa cellule continuaient leur recherche de gisements de noctilite. Mais cette fois, ce furent les puissants chevaliers gris qui les prirent en chasse. Le paladin Justicar Valdar jura de stopper cette menace Xénos une fois pour toutes. Les Drukhari furent submergés d'assauts psychiques blessant Clayvex et Gorgon. Néanmoins, la cotiste avait beaucoup de ressources. Grotesques et Mandragores retournèrent la situation en éliminant les Psykers. Valdar fut gardé en vie. Sa force psychique sera nécessaire à l'activation de l'artefact Necron précédemment découvert. Alors qu'il se reposait dans un campement de fortune, caché au cœur d'un complexe hors d'usage du Mechanicus, Irondil et ses Drukhari furent attaqués par une meute d'avant-garde tyrannide. Un lictor se glissa dans le camp et prit les Eldar noirs par surprise. Gaunts et Genestealers ne tardèrent pas à se joindre avidement à l'assaut. Mais les tirs soutenus de canons éclateurs, combinés à la puissance brute du grotesque, firent basculer l'issue de la bataille.
Le Clayvex tua en combat singulier l'organisme semblant être l'alpha du groupe, un guerrier tyrannide. Une phalange de Nécrons prit pour cible un centre d'extraction et de traitement de matières premières. En faction dans la zone, une escouade de Blood Angels entreprit de défendre le site. En large infériorité numérique, les intercesseurs Blood Angels se battirent avec courage quand un petit groupe de Reavers mené par un Planet Warrior se jeta dans la bataille. Galvanisé par ce renfort, le sergent brandit son épée énergétique et chargea l'ennemi, le repoussant hors du site. Le chasse-vrai Néa eut vent par un drone de l'arrivée de Drukhari proche d'un point d'accès aux mines OTX-346F. Néa endossa sa battlesuit XV8, scella l'entrée de la mine et prépara son équipe de taux à une embuscade. Lorsque Sinistride et sa cellule arrivèrent, un déluge de feu s'abattit sur eux. Jouant sur la vitesse des incubes qui évoluaient de container en container et la couverture des tirs à longue portée des Gorgones, les sombres Eldari chargèrent les adeptes du bien suprême, les prenant à revers avec les mandragores. Néa succomba au clèves d'Irondil. Alors que les forces Tau étaient encore nombreuses, la mort de leur leader les fit battre en retraite. Suite à la victoire des Space Wolves du Jarl Roland le Rouge sur les Nécrons au nord de la planète, l'Adeptus Mechanicus commença la construction de lignes de défense. L'édifice tardant à s'achever, les Immortels en profitèrent pour attaquer. Submergés par les xénomachines, les Space Wolves qui défendaient le chantier furent contraints de demander le bombardement orbital de la zone. Suite à ce cataclysme, un Rédemptor sortit des décombres pour évacuer le peu de survivants qui restaient. Les Nécrontyres, quant à eux, durent une nouvelle fois se replier. Rutilia fut le lieu d'une incroyable échauffourée entre trois factions. Les restes d'un peloton de l'Astra Militarum aux ordres du Tempestor Amil de Lac, une équipe de Tau suivant le chassuis Yortalis, et le petit carnaval morbide de la côtiste Sinistride Xorl. En plein cœur des affrontements, un Amboul jaillit à la surface du champ de bataille, semant encore plus de chaos dans les combats. La créature s'acharna sur les Tau, les contraignant à un sanglant corps à corps, ce qui permit à Sinistride et sa cellule de vaincre rapidement les Tempestus. À la fin de la bataille, l'Amboul fut capturé par les Drukhari, et les derniers Tau restants achevèrent les quelques survivants impériaux. La guerre sur le Monde Forge bat son plein. Les forces de l'Imperium devront faire face à toutes ces menaces en même temps. Plus que jamais, la force aguerrie est nécessaire à la survie du secteur. Caché dans l'ombre de la géante Rutilia, Coronae subsiste, épargné par les affres de la première guerre vénéxiane. Celle qui était ignorée par les autorités du Mechanicus abrite également de la noctilite à travers ses reliefs, et les ennemis de l'humanité ont été beaucoup plus prompts à la repérer. Le calme spatial de Coronae touche à son terme, les tambours de la guerre résonnent au loin. Sous l'impulsion du dieu du chaos Tzinch, les sorciers de Magnus le Rouge furent envoyés prendre possession de la pierre noire. Scarabeus et ses acolytes débarquèrent sur le monde désertique de Coronae à la recherche du précieux minerai. Mais ils se heurtèrent aux macabres Nécrons de Gilek le Permanent, eux qui étaient endormis sous la surface du monde et réveillés par l'activité des démonistes. Devant l'enlisement du conflit, Scarabeus le Laborieux charge ses Rubricae de retenir les Nécrons et se dirige seul vers le gisement. Scarabeus invoqua ensuite une bande d'horreurs pour lui ouvrir la voie. Bien que les démons du changement furent renvoyés un à un dans le warp par les tirs des armes à fission des Nécrons, cette distraction laissa Scarabeus libre de ses actions. À n'en pas douter, ce qui n'est qu'une reconnaissance sur un monde inhabité est aussi la première pierre d'une œuvre de l'architecte du changement. Suite aux investigations menées par les Southern Sons sur Coronae,
le seigneur Ophiphajus le Royal et le prince démon Furcifer le Changeant furent envoyés sur la planète. Sur place, le réveil progressif des Nécrons se poursuit et Lost se constitue progressivement pour faire face. Gilek le Permanent alla jusqu'à libérer la fureur d'une écharde Cthane captive sous la surface de Coronae. Après plusieurs heures de combats acharnés, le prince démon Furcifer terrasse le Cthane, scellant l'issue de la bataille. Les bolts ensorcelés et les éclairs de fission déchirèrent le silence habituel de Coronae. Et pour une fois, cette terre asséchée fut irriguée du sang de ses invités. Nul doute que Rutilia continuera d'attirer par répercussion d'autres combattants sur sa voisine, la Noctilite exacerbant les velléités de tous. Uriontina est toujours en proie à la guerre de religion qui sévit sur son sol. Les Zélotes, portés par leur foi, se montrent au grand jour, déterminés à renverser l'ordre établi et répandre leurs bonnes nouvelles. Humiliés depuis la bataille contre les Zélotes de Natalia qui avaient réduit en cendres le couvent du Suaire d'Argent, les sœurs de bataille menées par Honorifica planifièrent méticuleusement leur vengeance. L'assaut se devait d'être rapide et brutal afin de punir cette terrible hérésie. Des salves de bolteurs maîtrisés firent diversion pour permettre à Sœur Purifica elle-même d'investir les ruines et punir par le feu les ennemis de l'empereur. La manœuvre audacieuse provoqua la surprise, certains zélotes paniquèrent et fuirent le combat, mais d'autres plus fidèles à leur chef restèrent un moment pour couvrir sa retraite. Honorifica regarda les zélotes se replier, puis regroupa ses troupes pour préparer un assaut décisif qui mettrait un terme à la révolte locale. Au même moment, le conclave de l'inquisiteur Salazar Rischar continuait ses opérations contre une autre cellule des Zélotes. Après la capture et la torture d'un prêcheur, il put continuer son enquête. Il se rendit dans un dépôt de matériel où un affrontement éclata entre la garnison de Skitari qui défendait l'endroit et une foule de Zélotes déchaînés qui comptaient bien démontrer que leur foi pouvait faire plier les adeptes du dieu machine. Les ruchiers furent cependant vite stoppés par la machine de guerre implacable de l'Adeptus Mechanicus. Sous les yeux médusés de Salazar, les quelques zélotes encore debout tentèrent vainement une charge finale. Après avoir massacré les derniers survivants, Salazar constata des signaux flagrants d'hérésie gravés sur les cadavres. Poursuivant son enquête en remontant la piste, il découvrit que ces zélotes avaient été rendus fous par leur prêcheur et s'étaient tournés vers les puissances de la ruine. Pire encore, un rituel impie visant à invoquer un démon au beau milieu de la cité ruche était en cours de préparation. L'inquisiteur intervint immédiatement, non sans avoir au préalable demandé le renfort musclé d'une force d'intervention rapide du chapitre des White Scars. L'invocation arriva malheureusement à son terme avant que les Astartes ne puissent stopper le rituel, et la totalité des Space Marines furent massacrés par les zélotes cultistes et le démon. Salazar, gravement blessé, survécut par miracle à la débâcle. Une fois le premier démon invoqué par les chaotiques, la situation commença à dégénérer pour les défenseurs du système Uriontina. Encouragés par leur réussite, les cultistes firent d'autres rituels et sacrifices ailleurs sur la planète dans le but d'invoquer toujours plus de démons. Des porte-pestes firent irruption dans une ruche à l'est du continent Alpha. Fort heureusement, les défenseurs locaux trouvèrent un allié de circonstance en la personne d'Anéandril Tristerir. Cet Eldar et sa troupe d'arlequins débarqués un mois plus tôt pour récupérer des pierres esprits perdus avaient le devoir sacré de traquer et d'éliminer le chaos où qu'il se trouvait. Attirée par le massacre perpétré par les démons de Nurgle, la troupe lança l'assaut. Ce fut un combat terrible et serré lors duquel les enfants de Ségorak furent confrontés à la résistance surnaturelle des séides de Nurgle. Au prix du sacrifice de la moitié des leurs ainsi que de leur leader, les Arlequins mirent fin à l'infestation démoniaque dans la ruche.
Mais leurs efforts, aussi vaillants soient-ils, n'étaient que le début d'un combat sans merci contre les forces démoniaques. Le seigneur inquisiteur Heinrich Kramer débarqua sur Orientina. Il ne vint pas seul, car il était accompagné d'une force combinée de sœurs de bataille et de gardes impériaux du 501e Highland. À peine eut-il le temps de poser un pied-à-terre qu'il dut déployer en urgence ses troupes contre une véritable armée de démons, qui, semble-t-il, étaient alliés à des Astartes renégats identifiés comme appartenant aux traîtres de l'Alpha Legion. Pris par surprise, ils ne purent empêcher les démons de contrôler des infrastructures clés de la défense de la zone. Le seigneur inquisiteur fut gravement blessé, et la chanoinesse menant au combat les sœurs fut tuée. Cependant, les deux furent vengés par l'intervention des dévotes du triomphe de Sainte Dominique, qui réalisèrent l'exploit de bannir un démon majeur. Comme si les rebelles zélotes, les démons et les Astartes renégats ne suffisaient pas, les Xénos s'en prirent également aux défenseurs du système. Des orques de la tribu des Red Boys débarquèrent sur Orientina, attirés par la promesse de loot et de grosses bagarres. L'inquisitrice Lekatrina, arrivée au même moment qu'Heinrich Kramer, décida de prendre la situation en main. Elle réquisitionna une équipe de choc de Blood Ravens afin de tenter de disperser les peaux vertes. Son objectif étant d'empêcher qu'ils ne se rassemblent au point de devenir une masse critique et dangereuse. Malheureusement pour elle, le Big Boss Skalbog contre-attaqua avec un grand nombre de boys et de nobs. Utilisant des tactiques très astucieuses pour des orques, ils purent encercler les Marines. Et lors d'un duel, Skalbog blessa gravement l'inquisitrice. Les Blood Ravens furent obligés de se replier et d'abandonner cette zone industrielle devant l'afflux constant de Xénos. Décidant d'utiliser les grands moyens, Lordo Xénos et Lordo Malleus s'allièrent pour monter une escouade combinée de la Death Watch et de Chevaliers Gris, qui fut envoyée pour enquêter et agir par la force partout où on aurait besoin d'eux. La Death Watch remonta la piste d'un groupe de défenseurs de l'Astra Militarum qui devait rencontrer un Eldar Harlequin pour négocier un accord secret. Tout en observant la négociation en cours, les Astartes réalisèrent que tout cela n'était qu'une mise en scène. Un piège vicieux tendu par les Eldar noirs. Les Drukhari aux motivations mystérieuses avaient secrètement débarqué sur la planète et attendaient le bon moment pour frapper. Les Chevaliers Gris intervinrent et mirent en déroute les gardes déserteurs tout en infligeant de terribles dégâts aux Drukhari. Une fois la poussière de la bataille retombée, les fils de Titan purent lire les pensées des gardes et obtinrent les renseignements cruciaux qu'ils étaient venus chercher. En moins d'un mois terrestre standardisé, un seigneur inquisiteur et 2 inquisiteurs de rangs inférieurs avaient été blessés. Des forces d'élite de l'Imperium, y compris de redoutables Astartes, avaient été mises en échec. L'Exterminatus fut remis à l'ordre du jour, mais la planète était d'une importance stratégique bien trop précieuse. Les forces de l'Imperium n'ont d'autre choix que de porter cette guerre jusqu'au cœur d'Orientina. L'agrimonde de Caelonia n'est pas épargnée par l'embrasement. Planète majeure, source de nourriture et donc de vie, elle doit être préservée à tout prix. Sur les terres ravagées par les bombardements qui ont permis de sauver Caelonia de la menace tyrannide, Lord Darius de la Légion Noire recherchait une relique pour ses sombres maîtres. Creusant trop loin, il réveilla un malheur de la précédente guerre. Le tyran des cauchemars et quelques survivants de sa vrille furent libérés des gravats qui les ensevelissaient, impatients de dévorer la biomasse de l'agrimonde. Inquiet des agissements des serviteurs du chaos, le Watchmaster Drimus veillait sur cette zone. Il allait porter le fer contre les hérétiques quand surgit la bête immonde. La bataille qui s'ensuivit fut confuse. Les armures noires des fils de l'empereur et celles de leurs sombres reflets s'entrechoquaient avant que la chitine mêlée les 10 corps des Xénos ne vienne les souiller. Quand la poussière retomba, le seigneur hérétique avait disparu, emporté par les Xénos.
Le prince tyrannide, blessé mais invaincu, semblait avoir jugé bon de l'emporter pour on ne sait quel funeste projet. Le maître de la Death Watch était lui aussi gravement blessé, mais il ne trouverait le repos que quand la souillure Xenos aurait disparu de Caelonia. Dans la mystérieuse dimension de la toile, superposée à la zone de la planète Caelonia, des guerriers aspects scorpions et leur exarque Kinshar se mesurèrent au Clayvex Irandil et ses incubes dans un étrange rituel. En cas de victoire, les héritiers d'Ara le phénix déchu nommeront un nouveau hiérarque, et les disciples de Karandras un nouvel autarque. Le paroxysme fut atteint lors du duel entre l'Exarque et le Clayvex. Au terme de séries de passes d'armes, d'esquives et de feintes aussi gracieuses qu'époustouflantes, Irandil prit le dessus, décapitant finalement son adversaire au pied d'une statue de Kaela Menchakein. Il s'octroya ainsi le titre de hiérarque aux yeux des siens. Si de tels actes peuvent sembler vides de sens pour le citoyen de l'Imperium, il est bien connu que les Eldari n'agissent pas au hasard. Qui sait si la défaite de l'Exarque n'avait pas été prévue, et quelles en seront les conséquences? Le monde minier de Taurinus avait eu la chance d'échapper aux massacres et destructions provoqués par la première guerre vénéxiane, mais il n'échappera pas à cette seconde. Le précieux minerai appelé Silumnium attira la convoitise d'un puissant ennemi de l'Imperium. En effet, les taux du cadre de chasse des deux lunes jumelles firent leur apparition dans les déserts de sel d'Abu Gamis, nom indigène de Taurinus. Cependant, guidés par le commandant Ymer et appuyés par des Lehman Russ, les forces impériales autochtones des Tribiens de Bukhara triomphèrent de l'avant-poste Xenos de Khor al-Mirbat. Le commandeur Tau fut capturé, mais dans leur retraite, les fidèles du bien suprême s'emparèrent du chef de char ennemi, ternissant ainsi la victoire impériale. En parallèle, l'inquisiteur Joseph Moustaki envoya sur Taurinus un petit groupe de cavaliers de la Death Corps of Krieg traquer une créature d'origine inconnue. Arpentant le désert, l'expédition fut prise dans une soudaine tempête de sable. Leurs radios se mirent à crépiter violemment tandis que la créature apparut. Tuant 4 soldats, la bête, blessée, dut cependant s'enfuir, talonnée de près par les cavaliers. Suite aux captures du chef de char Jabou Alara et du chasseau surnommé Glacier Serein, Impérios et Tau convinrent d'un échange de prisonniers. Toutefois, l'échange tourna vite à l'affrontement, car les deux camps s'étaient rendus sur le lieu convenu avec l'intention de trahir l'autre. Dans un premier temps, les Tribiens d'Abu Gamis prirent l'avantage, mais la puissance de feu et la mobilité des Tau leur permirent de contrôler et maîtriser leur ennemi. Escortant Glacier Serein en dehors de tout danger, les guerriers du bien suprême récupérèrent un atout précieux pour les batailles futures. Galvanisés par le sauvetage de leur commandant, les Tau reprirent leurs actions visant à contrôler les complexes miniers de Silumnium présents sur Taurinus. Dans un déluge de flammes et de lasers, les armées s'affrontèrent avec acharnement, et Glacier Serein permit à ses troupes de remporter la bataille sur les Tribiens, assurant sa mainmise sur le précieux Silumnium au nom du bien suprême. Bien que d'ordre stratégique secondaire, la perte des gisements de précieux minerais de Taurinus serait dommageable au secteur vénéxien. S'il est une ressource en revanche dont aucun système solaire sous l'égide de l'Imperium ne manque, c'est bien les masses grouillantes de malfrats qui croupissent dans ces prisons. Pourtant, le monde pénal de Carcérem est toujours en vue des ennemis de l'Empereur. Il semble constituer une voie d'incursion dans le secteur, et un véritable vivier d'âmes à corrompre. Ayant eu vent d'un débarquement de peau verte sur Carcérem, un régiment blindé de l'Astra Militarum fut dépêché en toute hâte. Sitôt arrivé, la garde impériale fut prise au dépourvu par un assaut orc. Dans la hâte, et dépassés par le nombre, les prisonniers des complexes carcéraux voisins furent réquisitionnés, luttant côte à côte avec les défenseurs de l'Imperium. Finalement, malgré des effectifs initiaux bien supérieurs, les orques furent contraints de battre en retraite, massacrés par les salves d'obus et de lasers.
Le warboss Mork Itu était tombé, tout comme la plupart de ses boys. Mais d'autres orques avaient envahi la planète et un nouveau boss ne tarderait pas à voir le jour. Pour le moment, la coopération dictée par les circonstances entre soldats et malfrats se déroule sans heurts majeurs, mais cette situation ne saurait perdurer indéfiniment. De nombreux autres affrontements se sont joués dans l'ombre depuis le dernier rapport des historiteurs impériaux, sans que ces derniers ne puissent trouver la moindre donnée à leur sujet. Mais si le savoir et la fiabilité des informateurs locaux fait défaut, il semble se dessiner une situation particulièrement préoccupante sur l'agrimonde de Caelonia et le monde ruche d'Uriantina. Si une seule de ces deux planètes vitales venait à tomber aux mains de l'ennemi, c'est tout l'équilibre du secteur Venexian qui en serait bouleversé.